Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des Décideurs du Net. Nicolas James, comme d'habitude, sera à mes côtés tout au long de cette émission. Je vous rappelle qu'elle est en direct et que vous pouvez vous poser vos questions sur le chat ou via Twitter avec le hashtag DDN. Alors j'en viens à la présentation de notre invité du jour. Créateur d'entreprise en série, c'est en 2000 qu'il lance avec deux amis Agregator, la première plateforme de mutualisation capitalistique pour entrepreneurs. Et fort de ce réseau, c'est donc en 2004 que voit le jour Viadeo, aujourd'hui deuxième réseau social professionnel mondial. J'ai nommé son PDG, Dan Serfati. Bonjour Dan. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors comme d'habitude, je vais débuter cette émission avec la question de Thierry Amar, président de Offre Média. Donc il pose chaque semaine une question à l'invité présent sur ce plateau. Et cette semaine, cette question, elle est pour vous. On regarde. Dan Serfati, que diriez-vous aux annonceurs qui restent réservés vis-à-vis des réseaux sociaux ? Alors c'est une belle entrée en matière, on rentre tout de suite donc, dans le vif du sujet avec cette question. Qu'avez-vous à répondre à cette question de Thierry Amar ? Je dirais à ces annonceurs qu'ils devraient ne plus aller sur les réseaux sociaux grand public et se focuser sur les réseaux sociaux professionnels. Alors, plus sérieusement, les problèmes dont on parle, et si cette question est là, c'est parce qu'il y a eu plein de sujets sur des pubs sur Facebook, des pubs sur des réseaux grand public, parce qu'on ne maîtrise pas bien le contenu, on ne sait pas à côté de quoi on va être. Et c'est vrai que sur un réseau social professionnel, on n'a plus cette problématique-là, parce qu'on est dans un contexte qui est relativement structuré, relativement cadré, et que donc c'est plus facile pour des annonceurs d'aller y investir. Ça veut dire que vous êtes plutôt sceptique vis-à-vis de la force de la proposition publicitaire de Facebook ? Non, je crois que... Ok, alors vous avez raison de me poser cette question, parce que du coup, deuxième étape, je pense qu'il ne doit plus y avoir beaucoup d'annonceurs qui se posent des questions sur les réseaux sociaux. Simplement, je faisais référence à tous les scandales qu'on a pu voir. J'ai vu ma marque à côté d'une soirée où la moitié des gens étaient bourrés, et c'est pas top pour ma marque, etc. Donc le contextuel était un peu compliqué. Mais fondamentalement, je pense que c'est la tendance et qu'elle est vraie pour tous. Voilà. D'accord. Alors on parle d'annonceurs, donc ça vient aussi pour votre business model. La publicité, c'est une de vos sources de revenus, mais ce n'est pas la première. Elle est derrière les abonnements premium et les offres d'emploi donc placées par les recruteurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce choix de business model ? Bien, c'est-à-dire que effectivement, vous avez raison, la première partie, en gros, 50% de nos revenus, 50 à 55% de nos revenus proviennent donc des abonnements des gens qui payent 5 ou 6 euros par mois pour avoir accès à des fonctionnalités premium. Et à peu près 30%, 25 à 30% viennent provenir des recruteurs, et le reste des publicités. Alors, le choix de départ qui a été fait là-dessus, et qui est fait d'ailleurs dans tous les pays où on est présent, hein, en Chine, en Russie, partout, c'est celui de dire on est d'abord une plateforme qui doit permettre aux gens de développer leur carrière. Et développer sa carrière, ça passe par, évidemment, avoir des recruteurs qui utilisent le service. Et donc c'est le business model, celui des recruteurs en particulier, qui permet d'apporter de la valeur, pour nous de générer du chiffre d'affaires, et d'apporter de la valeur à nos membres, puisque plus il y a de recruteurs qui utilisent notre site, et plus nos membres sont contents. Parce que je connais peu de gens qui reçoivent un mail en étant chassés et qui vont réagir en disant oh, « j'en ai marre de ce spam ». C'est plutôt du spam qu'on aime bien avoir. Donc c'est comme ça que s'est développée la chose. Ensuite, le business model du revenu premium, lui, moi j'y crois très profondément à celui-là, ce modèle freemium, hein, où il y a des choses qui sont free et des choses qui sont payantes. J'y crois profondément parce que c'est le driver de base pour vous permettre d'avoir un produit, de montrer qu'on a un produit qui a de la valeur. Et en particulier dans le monde professionnel. Autant on peut se dire sur Facebook, sur Twitter, on va faire payer les gens pour faire quoi ? Pas sûr que ma fille de 17 ans va payer sur Facebook. Autant dans le monde professionnel, si on amène véritablement de la valeur à nos membres, ça veut dire qu'on leur fait gagner ou du temps ou de l'argent, ce qui pour un professionnel est souvent la même chose, et donc il est normal que on devrait être capable d'avoir du revenu de ces professionnels-là. Votre concurrent LinkedIn, lui, son business model est un peu différent. Enfin, ils ont 50% de leur chiffre d'affaires qui provient véritablement de leur activité RH. Est-ce que c'est un équilibre que vous espérez atteindre ou comme vous venez de le dire, vraiment vous pensez qu'à terme, les abonnements premium resteront votre première source de revenus ? Je pense qu'on converge là-dessus, LinkedIn et nous. C'est-à-dire qu'il y a quelques temps, ils étaient à 80%, ils faisaient très très peu d'abonnements premium. Ils étaient à 80% RH et puis le reste de la pub est très très peu de premium. Aujourd'hui, le premium, et d'ailleurs ils communiquent beaucoup là-dessus, ils demandent de plus à leurs membres de payer.
Donc je pense qu'ils vont vers là. Nous, de notre côté, on sent bien qu'on n'a pas atteint du tout encore notre potentiel en termes de revenus à partir des RH. Je lisais une étude hier, je crois que c'était un sondage Louis Harris auprès des professionnels des RH. 8% des DRH en France utilisent les réseaux sociaux. 8% seulement, quoi. Ça nous laisse un marché absolument phénoménal devant nous. Donc je pense qu'on converge quoi, là-dessus. Hein. Vous parlez du marché. J'ai une question un petit peu plus générale. On reviendra peut-être au business model plus tard. Est-ce que le marché du travail, qui est quand même particulièrement difficile en ce moment, est-ce qu'on peut dire qu'il est en quelque sorte favorable pour votre réseau social? Oui et non. Oui, si on prend la partie utilisateur, et on revient sur ces deux sujets, les deux business models qui coexistent en quelque part, hein. C'est ces deux sources de revenus qui coexistent. Plus la situation est difficile et le marché est difficile, et plus les gens sont prêts à payer en tant qu'individuel 6 euros, c'est 5 ou 6 euros par mois, pour avoir accès à des fonctionnalités qui vont lui permettre d'être plus visible auprès des recruteurs, de les trouver, de se montrer quelque part, d'accord ? Dans le bon sens du terme. Et ça, du coup, on a une augmentation de nos abonnements. On l'avait déjà constaté en 2009, je me souviens. On le reconstate depuis quelques temps dans ces périodes-là. À l'inverse, sur la partie B2B, donc les recruteurs qui payent pour avoir accès à nos services, là, on souffre comme tout le monde. C'est-à-dire que, alors nous, on souffre, non pas comme tout le monde, parce que je crois que là où les job boards font des moins quelque chose, nous on continue à faire des plus quelque chose. Mais c'est plus des plus, c'est pas doublé chaque année comme on doit le faire normalement. Parce que le marché est difficile et donc ces recruteurs, ils font des choix, ils dépensent moins, etc., etc. Donc il y a vraiment le double aspect, selon qu'on le regarde du point de vue des recruteurs B2B ou bien des utilisateurs. Ce qui permet de vous préserver des aléas du marché finalement. Du coup, absolument. Il y a un côté sécurité par rapport à ça qui vraiment, en tout cas, sécurise beaucoup nos investisseurs, entre autres. Alors on a déjà une question d'internaute qui demande comment comptez-vous rattraper LinkedIn, puisque LinkedIn, 230 millions de membres, près d'1 milliard de chiffre d'affaires en 2012. D'après vous, quel est votre principal atout? Donc, tout de suite, une question désagréable. Tout de suite. Directement au sujet. Non, en fait, d'ailleurs, on essaie d'éviter nous, cette comparaison, la manière dont vous nous avez présenté au début, ce que fait tout le monde. C'est de dire numéro 1 mondial LinkedIn, 200 millions et quelques, numéro 2 mondial Viadeo, 50 millions plus. Quoi. En réalité, ce n'est pas l'approche qu'on a choisie, nous, dans nos développements internationaux. On n'a jamais voulu, depuis le départ, parce qu'on n'était pas idiots, on s'est lancé en France en 2004-2005, on a fait notre première levée de fonds en 2006, on a levé 5 millions d'euros, et en 2007, de nouveau 5 millions d'euros. À la même époque, LinkedIn levait, je crois, 50 et 150. Quoi. Donc, on n'avait pas à se mettre en frontal avec des gens qui sont intelligents et qui avaient beaucoup plus d'argent que nous. On a donc eu, dès le départ, cette idée de se dire, on va approcher le marché de manière multilocale. On aime bien le HSBC, The World's Local Bank, on aime bien être, nous, The World's Local PSN. Et du coup, dans cette approche multilocale, en l'occurrence, chez nous, c'est la France, la Chine, la Russie, ce qui nous intéresse, c'est pas de rattraper LinkedIn au niveau mondial, ça m'est égal. Mais ce que je veux, c'est être le leader incontesté, ce qu'on est en France, être le leader incontesté, ce qu'on est en Chine, devenir le leader, ce qu'on n'est pas encore en Russie, et on l'est à peu près, mais pas de manière claire encore, en Afrique, qui est la 4e zone qui nous intéresse. Donc, nous, notre ambition, c'est pas de faire d'être le numéro 1 mondial en termes de membres, mais c'est d'être le numéro 1 sur les marchés qui nous intéressent. Maintenant, on a de la chance. On est sur le premier marché mondial, la Chine. Donc, si tout va bien, je pense qu'on peut devenir le leader mondial en étant juste le numéro 1 en Chine, mais ce sera une conséquence, ce n'est pas l'objectif. On est sur le premier marché européen qui est la Russie, qui est passé devant l'Allemagne en termes de nombre d'internautes. Donc on est bien sûr sur des gros marchés qui doivent nous permettre d'obtenir les volumes qu'on veut. Mais pas tellement avec cette logique de dire voilà combien j'ai de membres dans le monde. Après, sans même les dépasser LinkedIn, je vais faire un parallèle un peu avec Google qui a quand même considérablement verrouillé le marché du search et éliminé peu à peu tous ses concurrents. Est-ce que vous n'avez pas peur que LinkedIn fasse ça? L'exemple que vous citiez, par exemple, la France, effectivement, en termes de membres, vous êtes à 8 millions, LinkedIn est à 5 millions, mais en termes d'audience, de visiteurs uniques, si on regarde Médiamétrie, LinkedIn vous dépasse assez souvent sur l'année. Est-ce que vous n'avez pas peur que justement LinkedIn, fort de ses moyens, ils vont lever 1 milliard de dollars en vendant des actions? Ils ont déjà un milliard sur leur compte, je crois. Si vous voulez, ça vous inquiète pas finalement Non, alors c'est une vraie question. Alors bon, sur Médiamétrie, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il est évident, vous savez très bien que ça intègre les référencements Google, qui sont des gars qui ne sont pas des membres et qui viennent juste hitter la page, etc. Donc en usage, on est encore devant LinkedIn aussi. D'ailleurs, quand on prend le mobile, où là, il n'y a pas cet effet-là, on est très loin devant LinkedIn, alors qu'on est ça dans ça après. Donc, bon, ouais. Mais à la limite, peu importe, la question se pose, que ce soit pas maintenant ou que ce soit dans 1 an, dans 2 ans, à 5 ans, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un gros en face de nous, comme LinkedIn? Nous, ce qu'on pense, c'est que sur ces métiers-là, il y a une véritable dimension
locale qui est très forte. Je pense qu'avoir les entrepreneurs de Clermont-Ferrand, ça va être très difficile pour un LinkedIn. Et qu'on est tellement imbriqué dans le tissu local, et c'est ça notre challenge, hein, et c'est pour ça qu'on fait un deal avec Orange, c'est pour ça qu'on fait un deal avec les chambres de commerce, c'est pour ça qu'on fait un deal avec Pôle emploi, c'est pour ça qu'on fait un deal avec l'APEC, parce qu'on est en train de tisser ce réseau-là à l'intérieur du pays de manière à devenir indélogeable. Et ça se rapproche plus quelque part, même si on se bagarre contre eux, du marché des job boards, qui est un marché où il y avait Monster, puis il y avait Cadre Emploi, puis il y avait je ne sais plus qui, quel job, etc. Et que d'un marché à la Facebook, où le sujet c'est de rester en contact avec ses amis, et ça on ne le fait pas sur deux endroits à la fois. Donc on a cette vision de se dire, il y a une dimension locale très forte à ce métier-là, et c'est ça qui va nous permettre de nous battre face à LinkedIn, et qu'on est en train de faire d'ailleurs en France, en Chine, etc. Enfin, Chine, c'est pas LinkedIn en l'occurrence, mais c'est d'autres. Et on pense, mais en Russie, on est en train de rattraper LinkedIn, et on pense qu'on va le dépasser en milieu d'année prochaine. On est sur ce trend-là. Donc il y a une véritable volonté chez nous d'être local. Après, tout l'enjeu, c'est qu'est-ce que ça veut dire, quoi. Le deal que vous évoquez avec Orange a été évoqué ce matin, annoncé même par Stéphane Richard. Ouais, on en est très fiers. Est-ce que vous espérez les mêmes résultats que Deezer? Vous pensez que ça va être aussi un énorme levier d'acquisition de nouveaux clients? Ouais, je crois que si on fait la moitié de Deezer, Orange et nous, on sera super contents de ce qu'a fait Deezer. Mais en tout cas, c'est vrai que on était super contents. Vous imaginez, c'est parti dans tous les sens dans la boîte ce matin quand c'est Stéphane Richard en live au Hello Show qui annonce le truc, le partenariat via des Orange. Mais un mot d'ailleurs sur le contenu du partenariat, je reviens juste après sur le D'accord. contenu du partenariat. Ouais. Et donc, effectivement, très fier de ça, de cette annonce-là. C'était quoi votre point, la question? J'ai oublié. J'étais en train de réfléchir au contenu du partenariat. Du coup, est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs À la particuliers Deezer, en termes c'est ça. d'acquisition? En fait, c'est un peu ce qu'on se dit avec Orange, quoi. C'est-à-dire, si on arrive à refaire ce qu'ils ont fait avec Orange et le succès énorme, avec Deezer, pardon, dans le grand public, et qu'on arrive à refaire ça, et c'est la première fois qu'ils le feraient dans le professionnel, au sens large, ça serait formidable. En tout cas, c'est ça qu'on a tous en tête, quoi. Quant au contenu du partenariat, c'est vraiment un partenariat fort. C'est-à-dire qu'on propose à tous les membres Viadeo et à tous les abonnés Orange de réconcilier leur compte Viadeo Orange. Grâce à ça, d'avoir des avantages type 2 mois gratuits offerts sur la plateforme Viadeo. Ils nous poussent de manière très forte, on n'a pas commencé tout ça, parce qu'on s'en est annoncé ce matin, ils vont nous pousser de manière très forte sur le site Orange, sur les emails, sur les campagnes. On va avoir des possibilités de facturer l'abonnement Viadeo par l'intermédiaire de la facture Orange mensuelle. Ça va être proposé en option. Donc il y a vraiment plein de choses qui sont dedans, de manière à imbriquer de manière très forte avec l'objectif, ce que vous disiez, acquérir plus de membres et puis offrir pour Orange un service supplémentaire aux clients Orange, évidemment. Donc c'est exclusif, bien sûr. Vous avez lancé aussi des petites formations gratuites en boutique, je Ouais. crois, c'est tout récent. Oui, tout à fait, exactement. C'est dans le même cadre de ce partenariat-là, des formations dans les boutiques Orange pour apprendre à utiliser Viadeo. Parce que je vous donnais l'exemple tout à l'heure des 8% des RH seulement qui utilisent les réseaux sociaux, mais c'est étonnant aussi de voir à quel point, et on l'a vu avec les chambres de commerce, à quel point en France, les entrepreneurs, la méconnaissance du digital au sens large, hein, c'est vraiment, on ne s'en rend pas compte vu de notre métier parce qu'on est dedans tout le temps, quoi. Vous réfléchissez déjà à étendre ce genre de deal à d'autres pays? Oui, bien sûr. Alors, la Chine, on est encore un peu petit, on a 18 millions de membres, et pourtant on est encore petit à l'échelle du pays, 500 millions d'internautes. Mais on est en train de travailler dessus déjà en Russie, on est en train de travailler au Maroc, en l'occurrence avec Orange aussi, donc ce sont des deals qui nous intéressent énormément, bien sûr. Alors, il y a beaucoup de questions d'internautes, je vais en prendre quelques-unes. Alors, invité 490, vous affichez 55 millions de membres dans le monde et 8 en France. Je ne vois que des profils vides ou obsolètes sur les marchés où vous êtes présents. Cela ne traduit-il pas le fait que vous êtes déjà ringardisé par LinkedIn qui concentre tout l'usage? Vous les choisissez vos questions. C'était la dernière. D'accord. Non, mais je la prends aussi. Bon, il y a des statistiques là-dessus. Hein. Nous, on connaît. Hein. On a 77% de nos profils en France qui ont un taux de complétion, de remplissage supérieur à 60%. Donc, je suis désolé de l'image que ce monsieur peut avoir. On bat tous nos records. On appelle ça des mini-news profils. Ce sont les infos profils remplis sur le site par nos membres en live. C'est un indicateur, vous imaginez bien, comme c'est de la data membre, qu'on suit comme le lait sur le feu. Ces indicateurs profils, on bat chaque mois le record du mois précédent. Donc on n'a jamais collecté autant de data
qu'on le fait aujourd'hui. Donc on a un concurrent sérieux en face de nous, c'est clair, qui s'appelle LinkedIn. Je pense qu'on a une véritable valeur à apporter, que nos membres le reconnaissent, qu'on continue à grandir de manière impressionnante en France et ailleurs. Voilà, donc, Sur les 8 millions de membres que vous avez en France, par exemple, vous estimez que combien sont actifs, c'est-à-dire qu'ils viennent au moins une fois par mois? ça, vous prenez les médiamétries. Hein, d'accord, c'est un truc assez simple. Ouais, mais bon, en faveur de LinkedIn en l'occurrence, parce qu'ils ont le .com avec Google. Ouais. Donc ça leur donne un avantage fort. Mais globalement, 5 millions reviennent régulièrement. D'accord. Donc c'est bien. C'est-à-dire, c'est pas. Et puis quand vous reprenez ces mêmes chiffres. Et en interne, nos chiffres disent la même chose. On a nos Google Analytics, nos outils. Donc voilà, ça doit être ou c'est peut-être un gars de chez LinkedIn qui a écrit cette question, non? Alors une question maintenant de R2D2 qui dit « Vous avez apparemment une volonté forte de développer Viadeo en Afrique. Pourquoi ce choix ?» Ouais, alors effectivement, c'est vrai, on a récemment, j'étais au Maroc la semaine dernière, on a signé pareil, dans cette logique de local, un partenariat avec l'ANPE local qui s'appelle l'ANAPEC, donc en présence du ministre, en grande pompe. Donc c'est un sujet fort pour nous l'Afrique. Il y a deux raisons. D'abord, évidemment, la croissance naturelle qu'on y a connue compte tenu du côté francophone, l'aspect francophone, et des liens forts entre les pays francophones africains et la France. Business, je veux dire. Donc ça, c'était la première raison, qui fait qu'on voit des territoires sur lesquels ça grossit vite, et où on se dit, tiens, alors, ça peut peut-être grossir encore plus vite si on s'en occupe. Deuxième raison, c'est que c'est une zone dans laquelle qui vient bien compléter le panorama dans lequel nous sommes. C'est-à-dire que quand on regarde Viadeo, je vous parlais tout à l'heure de notre stratégie multilocale, si on réfléchit un cran plus loin, on peut se dire comment est-ce qu'on va choisir nos pays. Parce qu'on va être, par définition, un multilocal choisit ses pays. On ne peut pas être multilocal et global en même temps. Eh bien en fait, alors, premier indicateur sûr, première clé qu'on regarde lorsqu'on fait une analyse stratégique, c'est de dire potentiel du marché. Et là, on a avec la Chine, évidemment, la Russie sur les marchés européens, évidemment, et l'Afrique, aujourd'hui, évidemment. Marché de demain, il faut voir tous les articles qui sortent en ce moment sur le potentiel de l'Afrique, etc. Donc c'est un vrai pari sur l'avenir et qui complète bien en plus Russie, Chine qui est quasiment immédiat, Russie un peu plus tard et l'Afrique encore un peu plus tard. Donc ça, c'est ce côté potentiel. Deuxièmement, il y a le côté particularité locale. Ça aussi c'est important pour nous. Nous, on pourrait se dire on va en Angleterre. Ouais, sauf qu'en Angleterre, franchement, le particularisme local, il est plutôt américain qu'autre chose. Donc LinkedIn a un terrain de chasse naturel. Donc, deuxièmement, on regarde ça. Et Chine, évidemment, extrêmement locale. Afrique aussi. Et l'Afrique répond à ce critère-là. Et Russie aussi, bien sûr, avec des acteurs locaux très forts, des moteurs de recherche locaux, que ce soit la Chine ou la Russie, etc. Et puis, troisième raison, qu'on regarde aussi, lorsqu'on pense à notre développement, c'est qu'il y a des pays qui sont moins, ouverts ou favorables aux Américains. Reprenez la Chine, évidemment, la Russie, et puis les pays musulmans africains. Justement, la Chine et la Russie, sur lesquels vous misez beaucoup, c'est des pays qu'on présente comme, historiquement, des pays vraiment très durs à pénétrer. Il y a un certain protectionnisme, c'est dur de composer avec les autorités locales. Ça vous paraissait impossible d'aller là-bas sans acquérir Tianji, sans faire un joint venture en Russie, en fait? C'était la seule stratégie viable? Voilà, et absolument. Pour nous, et d'ailleurs, c'est ce qui n'est pas le cas en Afrique. En Afrique, on y est nous-mêmes, on y est tout seul, en fait. Parce que là, il n'y a pas de frein majeur au développement international, bien qu'il y ait cette culture locale. Mais Russie, elle est tout seule, ça nous faisait peur. Et en Chine, elle est tout seule, c'est même pas possible. On ne peut même pas avoir de licence Internet, on ne peut pas opérer. Donc il n'y avait pas de... Absolument. Léa demande comment fonctionne votre campus numérique pour les étudiants. Alors là... Non, vous ne comprenez pas la question? Non, mais je la comprends, je vois de quoi elle parle, oui. Mais je ne sais pas du tout comment ça marche. Bon. Je ne pourrais pas répondre à Léa. Alors, on va en passer à une autre. Alors, Manu demande, j'espère que vous saurez répondre à celle-ci. Mais promis, je demanderai à ce qu'on retourne sur votre chat et on répondra à Léa en live, c'est promis. Elle aura sa réponse de mes équipes. Alors, vous parliez de l'Afrique, j'imagine que c'est un de vos axes de développement. Il y en a un autre, c'est le mobile. Donc, Manu demande quelle est la place du mobile dans la stratégie de Viadeo. Ouais. Alors, le mobile, c'est clé pour nous, et ça paraît bête à dire, parce qu'évidemment, le mobile, c'est clé pour tout le monde. Sauf que là où, mais à culpa, on avait peu de moyens jusqu'il y a un an. On a levé 25 millions quasiment là, il y a un an pour nous permettre de développer. Jusque-là, on l'a fait, j'allais dire, à la française. C'est-à-dire, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées, on a fait un petit peu comme on pouvait. Et du coup, le mobile était un peu négligé. Et c'est que depuis un an qu'on a mis le paquet sur le mobile. Je vous disais tout à l'heure,
on cartonne avec le mobile. Votre audience mobile, elle est de quelle ordre? Elle est sur les... pareil, si je reprends les médiamétries Nielsen qui maintenant lancent des outils mobiles, c'est à peu près 500 à 600 000 par mois versus 150 sur LinkedIn, quoi, sur les chiffres qu'ils nous donnent. Donc en tout cas, c'est ce qu'on voit sur les indicateurs. Et un taux de pénétration, je crois, autrement dit, on doit être à 6 à 8% des gens qui vont sur Viadeo sur leur mobile. Donc et surtout, c'est comme ça, quoi. On a des courbes qui sont absolument hallucinantes. On vient de lancer notre appli iPad. Il y a, alors là encore, d'un côté, un peu honteux, ça fait que maintenant, et de l'autre côté, on la lance. Le lendemain, on est top one sur tous les réseaux sociaux, sur l'Apple Store, quoi. Devant Facebook, devant Twitter, devant tout le monde, quoi. Et donc, on a vraiment aujourd'hui ce focus mobile, il a été donné il y a 1 an. On l'a construit comme une start-up dans la start-up. Et ça, pour nous, c'était vraiment important. Dès le départ, moi, je crois fondamentalement au fait qu'on est un peu dans le mobile aujourd'hui comme on était dans Internet en 95. C'est le tout début, quoi. Le nombre d'applis versus le nombre de sites web. Les outils de développement technique à la disposition, les plateformes qui sont en train de se lancer. Juste l'année dernière, il y a eu, je crois, 300 millions investis aux États-Unis, dans Silicon Valley, sur des outils de développement pour des plateformes mobiles. Donc je parle de technique, hein, vraiment. Ce qui veut dire qu'on est vraiment au début de l'histoire. Et je crois aussi que ça marchera un petit peu comme ça a marché pour l'Internet vis-à-vis du web, vis-à-vis du Mortar. Donc le e-commerce, eh bien, des sites de e-commerce ont gagné versus les magasins qui ont développé des outils e-commerce. Je pense que ça va être pareil. Les gens qui vont penser pur mobile vont gagner versus les géants de l'Internet qui vont essayer de faire du mobile. Et donc on essaie de faire la même chose en ayant cette logique de start-up dans la start-up chez Viadeo avec une équipe mobile qui a autonomie complète. Ils ont une équipe marketing, une équipe technique, une équipe de tout. En quoi l'expérience utilisateur est relativement différente sur mobile et sur le web? Comment est-ce que vous intégrez ça? Vous identifiez quels enjeux par rapport à ça? Mais pour moi, elle n'est pas du tout relativement différente, elle n'a rien à voir. Notre API iPad, vous la regardez aujourd'hui, elle n'a rien à voir avec le site, quoi. Rien à voir. C'est des box, ça a une approche, une vision. Je veux dire, il faut juste penser, on a un téléphone, on a un ordi. C'est quoi les différences? Il y en a un qui prend des photos, enfin d'autres aussi, mais je veux dire, personne s'en sert. Il y en a un qui prend des photos, donc ça c'est la première chose. Il y en a un, on enregistre du son, super facilement. On géolocalise. Donc il y a des caractéristiques du mobile, on ne voit pas la même chose, on ne voit pas aussi bien. Donc il y a des caractéristiques du mobile qui sont totalement différentes de celles d'un site web. Ce qu'ont fait beaucoup de gens jusqu'à maintenant, c'est on prend le site web et on le transforme en mobile. Moi je pense qu'il faut qu'on pense différemment. C'est pas qu'on prend un site web et on le transforme en mobile, c'est qu'on offre un service sur le web. Quel service? À la limite, il faut même remettre en question le service qu'on offre sur le mobile. C'est ça la logique en fait. Alors il y a beaucoup de questions d'internautes. Olivier dit plutôt, je me sers de Viadeo et LinkedIn pour chercher un travail. C'est un comble de payer quand on a à la base pas d'argent en ne travaillant pas. Est-ce que c'est une remarque qu'on vous fait tant? Oui, et qu'on intègre. Du coup, il y a toute une série de fonctionnalités, par exemple, chez nous, on n'a pas besoin de payer. Et donc, quand on est chercheur d'emploi, par exemple, on pourrait imaginer qu'on fait payer les gens pour être visible en premier. On ne le fait pas. Donc, on paye pas. Si son profil convient et correspond à la recherche d'un recruteur, on a autant de chances de sortir qu'un autre. Donc, il y a une première chose qui est de dire, on a une série de fonctionnalités où on n'a pas besoin de payer pour chercher un emploi sur Viadeo. La deuxième chose, c'est que là, il y a des fonctionnalités qui intéressent des chercheurs d'emploi, comme par exemple pouvoir aller chercher lui-même et rentrer en contact avec des recruteurs. Et ça, ce sont des fonctionnalités premium. On est en train de réfléchir à la mise en place d'un abonnement spécifique pour les job seekers. Et je pense pour les chercheurs d'emploi. Et je pense que dans le contexte actuel, ça fait partie de notre mission de faire tout ce qu'on peut pour aider ces chercheurs d'emploi à trouver un job. Louis demande pourquoi ne pas avoir baissé l'âge limite d'accès à Viadeo comme LinkedIn l'a fait récemment. Baisser la limite d'âge? Disons que dans le monde professionnel, nous on estime que ça se justifie un peu moins. Eux, je pense qu'il y avait beaucoup d'effets d'annonce là-dedans vis-à-vis de Facebook. Comme Facebook n'arrête pas de dire qu'ils vont faire du pro et que ça énerve LinkedIn, j'imagine. Là maintenant, LinkedIn, ils disent on baisse. Comme ça, on contre Facebook. Je trouve que c'est un peu la guerre des deux là qui se... Vous ne pensez pas que c'est un moyen de préempter un peu la cible adolescente qui sera plus tard utilisatrice des services professionnels de LinkedIn, par exemple? Bien sûr qu'on pense à ça, sauf que nous, on imagine très bien, on fait de gros efforts auprès des étudiants, dont
initiative que je connais pas bien, qui est celle du La campus réponse a numérique été apportée étudiant. sur le chat. Hein. Ah bah super. Donc le campus numérique étudiant, mais on fait plein de choses et on est très largement leader sur la cible étudiante. On a une étude récemment encore, il y a 70%, je crois 66-70% des étudiants qui sont sur Viadeo. Donc bien sûr c'est important. Maintenant franchement, aller chercher des gens à 14 ans pour aller sur LinkedIn parce qu'un jour ils vont bosser, bon ils ont le temps de voir venir quoi. D'accord. Une effet d'annonce donc. Je pense, ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Alors, Paul demande, si vous ne souhaitez pas communiquer votre chiffre d'affaires, j'ai perdu la fin, mais je crois que c'était, pouvez-nous au moins donner le taux de croissance? On grandit vite. On grandit très vite. Ah oui, bien sûr. 2 ou 3 chiffres selon les années. D'accord. Moi j'ai une question juste par rapport à LinkedIn. C'est vrai que ça doit être un peu énervant pour vous parce qu'on fait souvent des parallèles avec cette société-là. Mais on a vu récemment LinkedIn faire pas mal de mouvements assez intéressants. Ils ont acheté l'agrégateur de contenu Pulse. On voit vraiment qu'ils veulent devenir un groupe média en gros. Ils ont recruté des chroniqueurs extrêmement célèbres. Ils font des partenariats médias. Ils considèrent que c'est un levier d'attraction de le visiteur. Viadeo pour l'instant pas du tout sur ce créneau-là. Tout à fait, c'est une excellente analyse. Et nous, et on en parle souvent en interne, vous imaginez bien qu'on l'a vu, ils vont de plus en plus vers ce côté new media quoi. Qu'en est-il de Viadeo ? Nous, on n'y croit pas vraiment. D'accord. Nous, on pense qu'on a des efforts à faire pour monter un peu en termes de news qu'on peut fournir à nos membres, mais on ne pense pas vraiment que c'est la direction vers laquelle on devrait aller. Moi, quand j'utilise Zeit sur mon iPad, je ne vois pas comment LinkedIn va être plus intéressant qu'un Zeit pour moi, quoi. Et je ne vois pas en quoi le fait que je sois sur un réseau social professionnel amène de la valeur sur de la consultation de news. Donc c'est un bon outil pour faire revenir du membre parce qu'on dit tiens viens voir cet article et les exemples que vous donnez sont bons. Hein. Mais au-delà de ça, je pense pas qu'ils aient la prétention de se mettre comme un groupe média. Je pense que l'objectif aussi c'est plus de se différencier par rapport aux réseaux sociaux professionnels traditionnels en gros. C'est peut-être parce que j'ai accès à de l'info de qualité que je vais aller sur LinkedIn plutôt que sur Viadeo. Ouais, non mais très franchement l'accès à l'info de qualité, on a fait des études là-dessus nous en interne. Il n'y a personne qui dit je vais sur LinkedIn ou sur Viadeo pour trouver de l'info. Faites le test quoi. Regardez s'il y a un internaute qui dit moi j'adore LinkedIn parce que je trouve mon info là-dessus. Ils ont lancé il n'y a pas très longtemps aussi donc peut-être que ça. Non, le LinkedIn Today, ça fait 2 ans. Ils ont vraiment développé. Ils ont commencé avec LinkedIn Today. Oui, bien sûr. Ouais. Après, il y a le chroniqueur Richard Branson, machin, qui va. Oui, mais ok, sur un article comme ça, je peux y aller. Mais globalement, leur stratégie, c'est LinkedIn Today là-dessus. Et LinkedIn Today, franchement, je veux dire, je connais personne qui dit je vais sur LinkedIn pour voir des news. Enfin, en tout cas, ou sur Viadeo d'ailleurs. Hein. C'est pas. Donc, nous, on a pris un angle qui est très clair, c'est celui de la carrière. Toutes les news qui vont pouvoir entrer dans une logique qui vont favoriser le développement de votre carrière nous intéressent. Mais de la news pour faire du Google News amélioré ou du Zeit amélioré, c'est pas un axe qui nous semble, à nous en tout cas. Voilà. Louis demande quelle est la cible de Viadeo en termes d'utilisateurs. Il y avait d'autres questions aussi là-dessus, au niveau de l'âge, du sexe, de la profession également. Ça dépend des pays. Elle est devenue, si on imagine la pyramide professionnelle, la pyramide sociale professionnelle, on a l'habitude de rentrer par le haut, parce que c'est plus facile, plus restreint, et plus early adopter, et puis ensuite, plus on grandit, et plus on descend, et on s'élargit dans la pyramide. Aujourd'hui, en France, avec 8 millions d'utilisateurs, évidemment, on est représentatif du monde du travail en France, à l'exception, je dirais, de l'agriculture et des fonctionnaires. Les 2 gros pôles qui ne sont pas très bien représentés sur Viadeo. Sur le reste, on a il y a autant de femmes que d'hommes, Paris, province, c'est là aussi on a une grosse différence vis-à-vis de nos copains américains. C'est qu'on est beaucoup plus en province qu'eux, donc on n'a pas le billet parisien et pas le billet international que peut avoir un LinkedIn. Par contre, dans des pays comme la Chine, on est encore en haut de pyramide, en Russie, on est encore en haut de pyramide, donc ça dépend de l'état d'avancement dans lequel on y va. Notre stratégie, c'est de rentrer par en haut, mais cette logique de dire « je suis local dans le pays où je vais », c'est que je veux l'ensemble de la pyramide sur Viadeo, c'est bien sûr ça. Alors une dernière question peut-être concernant votre ou pas cotation en bourse. Je crois que c'est un souhait pour 2015. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? On en parle depuis un petit moment quand même. Qui vous a dit ça ? Oui, en fait ça fait depuis. Objectivement, ça fait depuis Ouais, exactement. Alors justement. Depuis 2009 ou 2010 qu'on nous pose la même question en disant ça devrait être l'année prochaine, n'est-ce pas ? Olivier Feschroll a quand même annoncé la date de 2015. Ouais. Introduction en bourse dans un papier, ouais, tout à fait. Il avait dit, on l'envisagera. Bon, certes, c'était au conditionnel, mais il a quand même posé une date. Donc... Je vois très bien ce que peut dire Olivier. C'est-à-dire qu'on a fait un tour de table il y a donc 1 an, auquel a participé la BPI, la Banque publique d'investissement. On a des investisseurs qui sont rentrés au capital chez nous en 2006. D'accord ?
faut pas être Voilà, savant, il quoi. Je veux dire, faudra en sortir tôt ou tard. des gars qui font du capital risque, on sait que les durées de vie, c'est entre 7 et 10 ans. Ils sont rentrés en 2006. Donc ça veut dire entre 2013 et 2016. Olivier, il a pris la date au milieu, quoi, en disant 2015 devrait être... C'est juste ça la logique. Mais sinon, d'un point de vue très concret et interne, il n'y a aucune volonté en bourse aujourd'hui. Il n'y a aucun plan, aucune préparation. On estime qu'on a encore plein de choses à faire avant d'en arriver là. Et donc c'est pas du tout dans les cartons, quoi. D'accord, votre croissance à ce jour-là peut être alimentée par de l'organique et par les fonds levés il y a un peu plus d'un an. Absolument. Et puis si on a besoin de refaire un tour de table, on a des appels tous les jours de plein de gens qui nous sollicitent, donc ce ne sera pas un problème. Et ce sera le mot de la fin. Merci infiniment Dan Serfaty d'avoir répondu à toutes nos questions. Nicolas, on se retrouve évidemment la semaine prochaine. Merci à vous d'avoir posé toutes vos questions et de nous avoir suivis. La semaine prochaine, on retrouvera Stéphanie Tramicek, la directrice générale de Pinterest en France. À la semaine prochaine.